J'ai souvent poursuivi les mauvaises quêtes, statut, argent, pouvoir. Je vais te dire pourquoi les gens ils font des posts experts alors qu'ils démarrent. Tu vois comment ça se passe les commentaires sur certains réseaux. T'as pas envie de passer pour un guignol. Des gens qui veulent développer leur personal branding, donc on parle de marque personnelle en ligne. Souvent, très concrètement, ça va se concrétiser par je veux écrire des posts sur LinkedIn. Et donc j'ai un objectif business derrière. On se rend pas compte que juste en partageant qui on est et ses expériences, peut inspirer mais plein de gens, tu vois. En fait, souvent les gens qui commencent sur LinkedIn, il y en a qui ont un gros réseau, d'autres moins, mais ils ont tous un réseau, tu vois déjà. 800, 1000, 2000, parce que ils ont eu une vie, ils ont eu des collègues d'école, des collègues de taf, etc. Ce réseau-là, souvent, on l'a, mais on oublie. En fait, t'as un réseau dormant, des gens qui te connaissent. La première étape, c'est va parler à ce réseau dormant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que de numéralistes agiles. Je suis Christophe et aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis déjà allé en fait dans son podcast, il m'avait déjà cuisiné et ça s'était très bien passé et là c'est Laurent de tout en fait. Donc Mathieu, bienvenue à toi. C'est à moi de me faire cuisiner. Merci Christophe, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi, je me laisse faire. À quelle sauce je vais être mangé, je sais pas, mais en tout cas, je suis ravi. Bah déjà, tu peux te présenter, hein. Qu'est-ce que... Mais bien sûr, je peux me présenter. Tu vois, c'est toujours la question, je trouve, la plus dure que je pose à chaque fois. Puis là, on me la pose à moi et j'ai l'air... tu vois, je suis quand même surpris, tu vois. En quelques mots, moi, c'est Mathieu, j'ai 34 ans. Ma quête personnelle, je pense que c'est d'allumer le feu chez les gens qui m'entourent. C'est une image, bien sûr, mais c'est de créer des connexions profondes, partager des émotions, créer des expériences, célébrer le plaisir d'être vivant. Et du coup, pas de connexion sans communication. Et donc, dans la vie, ça fait un petit moment que je fais, une quinzaine d'années maintenant, que je fais du marketing. Ça tourne autour pas mal de com. J'adore créer des relations et du contenu, donc ça, j'ai plutôt réussi à en faire un boulot. J'ai bien baroudé dans des grands groupes et je m'y retrouvais pas trop, on pourra peut-être en reparler. Là, ça fait les 2 dernières années, en fait, je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle le personal branding. Donc, j'accompagne des entrepreneurs et dirigeants à prendre la parole sans permission en ligne. Je les accompagne sur leur positionnement, l'établissement de leur ligne éditoriale, et la publication de posts, par exemple de posts LinkedIn, et c'est à la fois quelque chose qui vient répondre à beaucoup d'enjeux business, mais quelque chose aussi qui répond à beaucoup d'enjeux perso, beaucoup plus profonds qu'on pourrait le croire, et c'est pour ça que j'aime bien. Je me retrouve pas mal. Ouais, moi ma carrière elle a changé à cause de ça en fait. Déjà on pourra aller un peu c'est quoi le personal branding, mais aussi pourquoi c'est important de s'exprimer en ligne en fait et créer du contenu. Hein. Mais je pense que tu as fait des études comme moi et il n'y a pas d'école en fait pour faire un métier dans ce truc-là. Donc tu as démarré par quoi en fait? C'était quoi ton parcours rapidement? Moi Christophe, j'ai souvent poursuivi les mauvaises quêtes par défaut, je pense. Tu vois, si je suis honnête avec moi-même, les mauvaises quêtes que sont statut, argent, pouvoir, dans une moindre mesure, mais si je suis réellement honnête avec moi-même, j'ai souvent poursuivi un peu ça, tu vois. Et un peu par défaut, parce que moi, sur le papier, voie royale, tu vois, bac S, mention très bien, je sais pas ce que je vais faire, je vais faire une prépa. Prépa, ça marche bien, j'atterris dans une grande école qui s'appelle l'EDEC, ça se passe bien, je kiffe à chaque fois, mais je sais pas ce que je veux faire. Tu sais toujours pas ce que tu vas faire, tu fais du marketing, bon, super, parce que la finance, c'était un peu mon truc. Ensuite, c'est pas ce que tu veux faire, donc tu vas aller tester dans des grands groupes. Donc, stage en grand groupe environnement conseil, chez PwC, PricewaterhouseCoopers. Pas terrible le conseil, donc stage dans un grand groupe environnement plus marketing, Unilever, là, ça me plaît. Et donc, de fil en aiguille, un peu par tâtonnement, je me suis retrouvé à être dans des grands groupes, Unilever, puis LVMH, dans des fonctions e-commerce. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'être beaucoup sur des lancements de marques et de développer les ventes en ligne de ces marques. Et super, à chaque fois, j'ai kiffé. Mais il y a un moment où je me suis réveillé, tu vois. Là, voilà, c'est passé du temps, mais vers 28 ans...
J'étais chez Make Up Forever, une maison du groupe LVMH qui vend du make-up. Le métier était intéressant, mais en fait, je me suis vraiment posé les questions, où est-ce que je cours, à quoi je sers, qui suis-je, tu vois, et le fait est qu'il y avait un énorme blocage parce que je me suis rendu compte que je poursuivais les mauvaises quêtes. J'ai pris conscience aussi que je faisais partie d'un système où j'étais ce bon petit agent économique qui a toujours été poussé à bien travailler à l'école pour aller gagner plus d'argent, pour produire, pour là dans une logique marketing, aller inciter d'autres à consommer toujours plus. Et quand j'ai pris conscience de cette situation d'être un bon petit agent économique et que en plus je fais partie d'un rouage plus grand que moi où j'ai pas de sens, j'ai eu une crise de sens et là j'ai basculé sur pour faire rapide sur tentative d'entrepreneuriat mais qui a pas fonctionné pour le coup. Ensuite j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Iconoclast. Puis ensuite un autre pas de côté, un autre petit pivot et je me suis mis à mon compte. Mais ouais, je me suis vraiment posé j'ai démarré par ce truc qu'on appelle parfois la voie royale, mais qui est une autoroute qui, je trouvais, déshumanisante ou vide de sens. Et je me suis dit, il y a on travaille en moyenne 100 000 heures dans une vie. Il y a 100 000 heures de taf à peu près dans une vie, dans une carrière. Ce serait bien de les mettre sur des choses qui font sens pour moi. Quitte à être quand même dans le jeu, je suis toujours un agent économique, hein, on va pas se mentir. Autant être conscient et les mettre sur des choses qui font sens pour moi. Et donc, il se trouve qu'en faisant du marketing, en bossant dans toutes ces boîtes-là, j'avais quand même un kiff. J'avais eu l'occasion de créer un peu de contenu, j'avais eu l'occasion de créer des relations et par tâtonnement, je me suis mis à mon compte, d'abord en marketing global, puis je me suis rendu compte que j'aimais bien accompagner les gens en particulier, puis j'aimais bien créer du contenu, donc j'ai un podcast qui s'appelle Bonne Réputation qui me permet de créer du contenu et d'avoir des super échanges de temps long, tu vois, remettre du temps long aussi dans ce... Moi, c'était impossible pour moi d'avoir du temps long dans ma vie d'avant, dans les entreprises où tout est timé. Et du coup, il n'y a pas d'école, mais il y a 4 ans, quand j'étais chez Iconoclast et qu'on n'avait pas une thune, là, c'était une start-up et que j'étais en charge de développer le business, j'étais CMO, donc j'ai découvert LinkedIn et j'ai découvert la puissance du truc tu postes, c'est organique, t'as pas besoin de thunes et les gens vont te découvrir et on a commencé à poster. J'ai incité ma CEO qui s'appelait Marie, qui s'appelle toujours Marie d'ailleurs, à poster, et puis toute l'équipe. Puis en fait, on s'est rendu compte que non seulement ça nous permettait d'avoir des clients, mais ça nous a permis d'avoir des super partenaires pour la boîte. Ça nous a permis d'être crédibles pour lever 3 millions d'euros sur un business physique en plein Covid. On n'aurait jamais levé si on n'était pas sur LinkedIn. Donc je me suis rendu compte de la puissance du truc. Et à force d'écrire, tu deviens un peu bon. C'était nul au début ce que j'écrivais. Mais tu écrivais sur quoi au début, hein? Mais au début, c'était vraiment sur les actus, tu vois. C'était sur salut, on organise un événement mardi soir, venez. Les posts nuls, tu vois. Mais pas grave, il faut bien commencer quelque part. Après, j'ai commencé, c'est là où j'ai pris goût à la création de contenu, commencé à faire des lives. Avant d'avoir un podcast, j'ai pris goût j'invitais des gens en live. Je faisais des lives et pour ramener des gens qui s'inscrivent dans l'événement et qui viennent voir notre live. Pendant le Covid, les lives ont vraiment explosé. Je faisais des posts qui annonçaient les lives, mais c'était toujours le même post. Chaque semaine, j'avais le même post copié-collé, je changeais juste le nom de la personne et j'avais 200 personnes par live. Et maintenant, il faut se chauffer un peu plus pour réussir sur LinkedIn, mais il faut bien démarrer quelque part. Partons sur ça alors, parce que maintenant, c'est devenu ton travail en fait, ça. Ouais, c'est devenu mon... Ouais, vas-y, quelle est ta question? C'est devenu ton travail en fait. Et justement, les personnes qui demandent tes services, c'est quoi en fait qu'ils recherchent? Comme ça, on peut aller aussi pour expliquer c'est quoi le personal branding et pourquoi ils veulent rechercher ça, pourquoi ce besoin en fait. Ouais, voilà, plein de questions, parce que c'est quoi le personal branding? C'est aussi une question... déjà, en démarrant, pourquoi les gens ils veulent bosser avec toi? Pour quel sujet? C'est quoi la problématique? Il y a toujours une problématique visible et une problématique invisible. Des gens qui veulent développer leur personal branding, donc on parle de marque personnelle en ligne, souvent, très concrètement, ça va se concrétiser par « je veux écrire des posts sur LinkedIn ». Et donc, j'ai un objectif business derrière. Donc les gens qui viennent me voir, aujourd'hui, c'est beaucoup de dirigeants ou entrepreneurs qui ont leur boîte, qui se disent « c'est quand même dommage, je suis hyper expert, j'ai une super boîte, je fais plein de choses, mais personne ne le sait ». Ou alors, je suis frustré
Je me sens frustré parce que je vois plein d'autres gens qui captent toute la visibilité, qui prennent toute la lumière. Moi, je suis pas moins bon qu'eux, voire meilleur, et personne ne me connaît. C'est quand même dommage. J'ai pas l'autorité, que je mériterais d'avoir sur mon sujet, versus un qui parle beaucoup, mais qui fait peut-être moins, et qui l'a. Donc ça vient souvent de cette frustration de se dire, bon, il faut que je fasse quelque chose pour faire connaître mon business. La partie invisible, qui est à mon avis la partie principale, c'est qu'il y a un peu d'ego. Il y a toujours un peu d'ego, et les gens les plus matures que j'accompagne, d'ailleurs c'est souvent des gens les plus âgés, l'avouent, disent bah oui, mon ego aussi fait partie de l'équation. Et il y a une partie, plus personnelle de porter un message en fait, porter un message sur une cause qui te dépasse, tu vois. Et je pense que ceux qui réussissent réellement, c'est ceux qui n'ont pas juste un objectif business d'aller faire des leads ou des prospects pour leur entreprise. C'est ceux qui ont une vision et qui viennent me voir parce qu'ils me disent mais en fait moi ma vision j'ai besoin de la porter, je me bats pour oui mon entreprise c'est bien mais je me bats pour une cause qui me dépasse et ça j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'exprimer mais je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Et c'est ces gens-là, souvent il y a ça, très souvent il y a ça, et d'ailleurs moi je priorise les clients où il y a vraiment ça, et c'est ces gens-là qui fonctionnent le mieux parce qu'ils ont une capacité du coup à être inspirants. Moi je pense que c'est la partie qui fait que ça marche ou pas, d'ailleurs, cette deuxième partie. Ouais, ça me fait penser à un truc, en fait. C'est que les gens, maintenant, avec Internet, ils sont plus dupes. Dans le sens où t'as des grosses boîtes. C'est marrant parce qu'ils ont tous les mêmes valeurs, en fait, affichées sur leur site Internet. Ouais. Et que ce soit pour les clients ou pour les candidats qui veulent bosser, on a du mal à se repérer, en fait. Parce qu'on se dit, c'est un cercle vertueux pour faire... je schématise, hein, mais vraiment en mode... c'est juste pour faire les beaux ou être un peu dans le rang, mais on a la même valeur que tout le monde, comme ça, on fait pas trop de bruit. Ou soit, oui, c'est pour montrer qu'on est beau, mais en fait, on cache peut-être une réputation ou des choses. On a des choses à cacher, en fait, tu vois. Et les gens, avec Internet, on peut tout chercher, en fait. On peut avoir toutes les infos. Et les gens, ils sont vachement méfiants, en fait, maintenant, tu vois. Moi, je vois les jeunes, maintenant... de toute façon, c'est simple. Avant que tu fasses un entretien, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes direct le site internet, tu regardes les réseaux sociaux, en fait, tu vois. Et si le discours... Tu checkes la personne que tu vas voir, si tu le sais. Et moi, le premier truc que je regarde, c'est le discours sur les réseaux sociaux, en fait. Parce que le discours, il est un peu vanille. C'est un peu tiède ou c'est un peu corporate. Mais moi, en tant que candidat, en fait, ça donne pas envie, en fait. Enfin, je sais pas, en fait. Je reste toujours dans l'interrogation, tu vois. Il y a deux choses, je trouve, très vraies dans ce que tu dis. Tu parles de valeur. Déjà, moi, les boîtes qui mettent beaucoup en avant leur valeur, et surtout, j'ai remarqué qu'ils mettent en avant la valeur bienveillance. À chaque fois qu'une boîte marquée bienveillance sur les murs, nous, on est bienveillants, il faut partir en courant. Non, mais c'est terrible. Mais j'en ai fait alors, c'est que mon expérience empirique, mais à chaque fois que quelqu'un s'autoproclame bienveillant, à tous les coups, c'est l'inverse quand tu creuses un peu. Il y a ce besoin de dire je suis bienveillant, ça sent le roussi, mec. Et donc, c'est que mon expérience, mais du coup, si les boîtes qui sont vraiment dans le signalement de valeurs ultra positives, c'est dangereux. Et je trouve que ce qui est plus fiable, effectivement, c'est d'aller, plutôt que de checker les boîtes, maintenant, peut-être checker un peu les gens. Parce que, en tout cas, si quelqu'un s'exprime et crée du contenu plusieurs fois par semaine, toi, tu fais plusieurs posts par semaine. Bon, on a lu 5 de tes posts. Je pense qu'on commence à capter tes valeurs, tu vois. Et le discours aseptisé des boîtes, je pense qu'il marche plus très bien. Mais tu dis un autre truc important, c'est qu'en plus, on en parlera après, mais sur LinkedIn, par exemple, dans la communication, c'est bien de parler de son expertise, mais je pense que se connecter aux gens au niveau des valeurs est beaucoup plus puissant. Ça, pour le coup, on pourra peut-être en reparler. Ouais. Et donc, les valeurs, finalement, je trouve que ça a beaucoup plus sa place dans de la communication humaine à partir d'un profil de quelqu'un qu'une communication de boîte où c'est... Ouais. Alors la question à 100 millions, pour les gens qui viennent demander tes services, ou même pour les gens qui veulent débuter sur LinkedIn, j'écris sur quoi, en fait? je vais grossir le trait. Il y a tout le monde qui me regarde, hein, mes clients, mon manager, ou même des gens de ma famille, tu vois. J'ai pas envie de passer pour un clown. Donc je dis quoi? Je raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Je fais du contenu expert.
Bon, j'ai frimé avec mes pairs, mais est-ce que mon futur client connaît mon vocabulaire ou comprend ce que je raconte? Je sais pas, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On commence par quoi? Bah, en fait, il y a plusieurs pièges là-dedans. Moi, c'est que mon vécu, mon expérience empirique, encore une fois, mais commence par le plus simple, c'est-à-dire, tu veux te mettre à prendre la parole, par exemple sur LinkedIn, mais c'est certainement vrai sur d'autres réseaux. Commence par juste donne tes actus, tu vois. Viens pas sur un truc expert où tu donnes des leçons ou machin. Moi, je recommande de commencer par « Hey, je suis là », quoi. C'est-à-dire, en fait, parler à son premier cercle. Tu vas pas chercher tout de suite à aller parler à plein de monde. On a tous un réseau... En fait, souvent, les gens qui commencent sur LinkedIn, que j'accompagne en tout cas, il y en a qui ont un gros réseau, d'autres moins, mais ils ont tous un réseau, tu vois, déjà. Ils ont 800, 1000, 2000, ils ont un réseau, tu vois, quand même. Parce qu'ils ont eu une vie, ils ont eu des collègues d'école, des collègues de taf, etc. Ça, ce réseau-là, souvent, on l'a, mais on oublie. Tant qu'on n'a pas posté, on les oublie un peu, parce que c'est un chiffre quelque part. En fait, tu as un réseau dormant, des gens qui te connaissent. La première étape, c'est va parler à ce réseau dormant. Dis, hey, je suis là, je fais ça. Pour faire ça, il suffit juste d'accepter un peu de se montrer, parce que je monte ma tête en disant « Salut, je me lance » ou « Je lance telle activité, après 8 mois d'efforts, je me lance. » Voilà. Un petit post où on célèbre le fait de se lancer, on annonce quelque chose. Bah, c'est à la fois assez simple, on prend pas trop de risques normalement, on est très clair sur « Je lance tel projet ». Et si en plus on accepte de montrer sa tête, bah, y a tous ces gens-là qu'on avait oubliés qui vont dire « Ah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu lui. Ah oui, cool, félicitations, bravo. Bah tiens, Christophe, tu te lances en Scrum Master indépendant. Eh ben, attends, mais moi je connais telle boîte qui va être trop intéressée, je savais pas que tu faisais ça. » Et en fait, à chaque fois, les premières opportunités, de toute manière business, elles vont venir du premier cercle. Donc commence par parler de toi et tes actus. Moi, c'est souvent ce que je suggère, en tout cas, si tu débutes et si tu n'as pas d'autorité sur ton expertise. Parce qu'après, le piège de se lancer et de faire tout de suite des posts super experts, c'est pourquoi t'irais écouter un tel sur le sujet de l'agilité si tu sais pas du tout qu'il est expert. Enfin, s'il a aucun argument d'autorité, s'il n'est pas validé, quoi, quelque part, tu vois. Soit la personne, elle est experte de l'agile avec une audience de 100 000 personnes, donc oui, elle peut faire des posts experts sur l'agilité. Soit elle est passée dans un super podcast, un argument d'autorité, ça peut être avoir une super vidéo avec un micro, hop, ça donne un argument d'autorité. Soit la personne a de la preuve sociale. Pour parler d'expertise assez rapidement, il va falloir dire j'ai accompagné 120 personnes sur ce sujet-là. Voilà, essayez toujours d'amener de la preuve sociale. Nombre de personnes accompagnées, nombre d'années passées, je suis passé sur M6, sur machin. Essayez de ramener de la preuve sociale. Sinon, si t'as pas d'autorité établie, c'est hyper compliqué. Il faut aller chercher l'autorité là où tu peux, quoi. Ouais, après, moi, de mon expérience, je vais te dire pourquoi les gens ils font des posts experts alors qu'ils démarrent. Hein. Ils continuent à le faire parce qu'en fait, ils sont dans une zone de confort, en fait. Ils sont dans une zone de confort parce que tu prends la parole sur Internet. Tu vois comment ça se passe, les commentaires sur certains réseaux, tu vois, hormis LinkedIn. T'as pas envie de passer pour un guignol. Donc, tu as envie de faire l'expert, tu parles de choses pro, entre guillemets. Ouais. Donc, tu as moins de chances de te prendre la foudre. Tu as moins de chances de te prendre la foudre, mais tu as toutes les chances d'être vu par personne, quoi. C'est un peu le truc. Exactement. Mais alors, si tu veux faire des posts experts dès le début sans autorité installée, déjà, il faut accepter du coup d'être un peu moins visible. Tu peux aller chercher des arguments d'autorité, tu en as tous. Toi, tu as plusieurs années en tant que Scrum Master, tu pourrais très bien aligner des arguments d'autorité, des reviews clients, enfin voilà, tu peux quand même aller chercher des choses où on se dit « Ah, le gars, il sait de quoi il parle ». Puis ensuite, il y a aussi se rendre accessible aux autres. Je vais donner des exemples, essayer de donner des exemples concrets. Donne des exemples de tes clients. Ouais. S'il n'y a pas de NDA ou tu vois, c'est pas secret. Ouais. C'est quoi le genre de tes clients enfin... Mais même moi, attends, je démarre par un exemple là, moi qui me vient. Moi, je parle de personal branding. Oui, à force d'en parler, je peux faire des posts pseudo-donneurs de leçons, en gros, où je dis, voilà, pour faire ça, il vaut mieux faire ça. Super. Sauf que j'essaie quand même toujours de me mouiller. Tu vois, par exemple, il y a un concept qui s'appelle le monopole personnel, personal branding, qui n'est pas de moi, il est de David Perel. Mais j'ai fait un post là-dessus. Mais je vais chercher David Beckham. Et j'explique pourquoi David Beckham, alors que c'était pas le meilleur footballeur, c'était pas
il a 50 piges, ça fait longtemps qu'il joue au foot. C'est toujours un des footballeurs le plus connus du monde. Et par ce gars-là que tout le monde connaît, je viens expliquer, c'est parce qu'il a son monopole personnel, et tac, tac, tac. Et j'explique le concept par quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est pareil, la dernière fois, j'ai voulu faire un retour d'expérience sur... C'est quoi le monopole personnel? Parce que là, on parle de personal branding, monopole personnel. Monopole personnel, c'est l'intersection entre ta compétence la plus forte, le sujet que tu kiffes, ou les sujets que tu kiffes, et un trait de personnalité ou un trait physique qui te rend mémorable. Et l'intersection des trois fait que normalement, il y a plus grand chose, il y a plus beaucoup de choses. Tu vois, c'est un peu ce truc de soit je suis juste un footballeur, soit en fait, je suis le meilleur tireur de coups francs du monde, spécialiste dans les coups francs. J'ai une tête de beau gosse et tous les mois, je m'invente une nouvelle coupe qui fait la une de tous les journaux. Et en fait, je suis trendsetter limite dans la mode. Voilà, il a une personnalité et un physique qui fait qu'on le retient. Et son sujet, c'est pas le foot en fait, c'est la mode, c'est les fringues. Il était audacieux, il l'est toujours, parfois dans ses tenues, etc. Et résultat, quand il arrive au Real Madrid, il est même pas titulaire au début, mais c'est lui qui fait vendre le plus de maillots de l'histoire du club, qui est le plus grand club du monde. Donc ce gars-là, il avait un monopole personnel particulier. Et ça, c'est important de se dire, tiens, qu'est-ce qui me rend unique? Rien ne me rend unique si je prends les choses une par une, mais si je les croise, là, il y a plus grand monde, quoi. Je suis le seul, ça peut être un acteur qui est le seul acteur franco-russe à parler les deux langues couramment et à faire des super cascades. Tous les films avec des Français et des Russes où il y a besoin d'un gars qui fait les cascades, il va être là. Enfin voilà, tu vois, on se spécialise un peu avec le monopole personnel. En tout cas, on se positionne sur un truc où il y a plus grand monde en concurrent, quoi. C'est ce problème-là c'est ce qu'on peut appeler le syndrome Hollywood. Sinon, c'est de se dire, je suis acteur à Hollywood. Oui, là, t'es mis en concurrence avec Brad Pitt et c'est terminé, en fait. Il vaut mieux se spécialiser un peu. Je suis parti loin, là. Non, mais t'as pris un super exemple, en fait. David Beckham, c'est clairement l'exemple. Mais du coup, tu vois, les personnes qui viennent te voir, ils n'ont pas des blocages, justement. Ils vont se dire, mais ça, j'ai pas trop envie de parler. Mais toi, tu leur dis, non, mais les gens, ils ont besoin que tu te dévoiles, ils ont besoin que tu te connaisses, il faut que tu y ailles. Enfin, il n'y a pas des blocages ou ça? Bien sûr. Comment tu fais pour les rassurer? Tu passes en mode psychologue? Il y a un peu de ça. Il y a une partie expert, mais il y a une partie qui ressemble plus à du coaching, où je viens prendre des gens qui arrivent avec leur peur, leur personnalité. Et donc, je vais jamais... j'aime bien, il n'y a pas une recette pour tout le monde. Il y a des grands principes, mais... Donc, bien sûr que je m'adapte et je force personne. Moi, j'ai une règle à chaque fois, c'est si t'es pas à l'aise, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Pas à l'aise, on n'y va pas. Donc, il y a des gens, ça va prendre un peu plus longtemps, mais je leur dis, du coup. Je leur dis très bien, sache que j'essaie tout le temps de rationaliser en expliquant les principes. Sache, par exemple, que si t'as du mal avec montrer ta tête en photo. Moi, j'ai souvent et longtemps eu du mal, je commence à le faire. Sache que ça va prendre plus de temps parce que c'est logique, j'essaie d'expliquer logiquement. On est dans de la communication. La communication, c'est de la mémorisation. Pour quelqu'un qui se souvienne de toi, il va falloir qu'il t'ait vu. Tu sais, on dit à la télé que pour se souvenir d'une marque de Nutella, il faut l'avoir vu 7 fois, la pub. En fait, c'est pareil pour les humains. Si tu as croisé 7 fois une personne en soirée et que tu lui as parlé 2 minutes, tu t'en souviens. Si tu l'as croisé 2 fois, il y a moins de chance. Donc, parler et se montrer, au bout d'un moment, les gens impriment le visage. On est dans un jeu de mémorisation, c'est juste stratégique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et on mémorise plus les humains que juste un texte, quoi. Donc, je l'explique. Après, quelqu'un qui veut pas, on fait différemment. Il y a plein d'autres leviers. Moi, les blocages de mes clients, c'est effectivement ils me disent tous, je veux pas trop parler de moi. Non, mais ils disent tous, c'est ce que tu dis. Pas parler de moi, je veux pas faire comme tous les gens, à poster perso, etc. Et on fait avec. En fait, je pense que pour les débloquer, ce qu'on fait, c'est que on rationalise. C'est-à-dire, je leur dis, OK, on va définir une ligne éditoriale. Donc, on va définir des thématiques, des sujets. C'est important. De quoi tu vas parler? D'accord. Ensuite, quand tu parles de ces sujets-là, c'est quoi tes convictions? D'accord. Tu parles de climat. C'est quoi ta conviction? Si je m'appelle Bon Pote, pour ceux qui connaissent, sa conviction à lui, ça doit être... il faut un peu mettre des coups de feu aux gens. Il faut un peu faire peur aux gens pour qu'ils réagissent. Donc lui, il fait que des posts hyper vénères, fact-checkés, avec du fact-checking, où tu te prends des trucs en pleine poire, un peu choquants, et tu réagis. Un autre gars qui pourrait avoir la même thématique, Arthur Aubeuf, fondateur de Time for the Planet,
Il parle aussi de climat et de changement, voilà, on essaie de limiter les émissions de CO2, etc. Mais lui, je pense que sa conviction, c'est de se dire, il faut inspirer les gens pour qu'ils changent. Il faut les inspirer de manière positive, il ne faut pas leur faire peur. Et donc lui, il va faire que des posts inspirants et positifs. Pourtant, il a la même thématique que Bon Pote. Donc on va rationaliser déjà. Une fois qu'on a dit ça, on dit, OK, déjà tu mets un peu de tes convictions, tu mets un peu de toi. Maintenant, on va faire des posts qui ont des objectifs. On ne fait pas ça juste pour se faire plaisir. Ils viennent me voir dans un cadre pro. Donc il y a des posts, l'objectif, c'est crédibilité. Donc là, c'est des posts plus experts. D'autres posts, les objectifs, c'est humanité. Comment tu parles de choses qui sont importantes pour toi ou du business, mais en partant de ton histoire. Là, déjà, les gens, ils sont obligés de partir d'une expérience qu'ils ont eux, donc un peu d'eux, tu vois. Et ensuite, t'as des posts actus. C'est ce que je disais au début, c'est très simple. Et en fait, une fois que t'as posé un cadre, t'es dit, ah non, mais en fait, j'ai mes thématiques, j'ai mes convictions, j'ai des objectifs par poste, et que on essaie de prendre une posture où je ne parle que de ce que j'ai vécu, je vais pas donner des leçons, etc. En fait, ça vient naturellement, Christophe. Naturellement, les gens, ils disent, mais en fait, là, oui, je parle un peu de moi, peut-être, mais ça sert à un objectif. C'est pas juste pour raconter ma life. Et je pense que la ligne peut être fine entre, et parfois de l'extérieur, ça peut paraître parfois très égocentrique. Les gens, ils parlent de, non. Un truc bien réussi, c'est si tu parles de toi, mais que tu fais écho chez les autres à travers toi. Là, mais ça, c'est du travail. Il faut avoir mis les objectifs derrière, etc. Et ça, c'est ce que les gens voient pas avant. Une fois qu'ils ont vu ça, c'est rare qu'il y en ait qui soient bloqués. Honnêtement, j'ai jamais eu de quelqu'un qui soit bloqué après avoir rationalisé tout ça. Ben là, c'est marrant, ce que tu dis là, c'est ça qui m'a débloqué en fait. Parce que moi, avant, quand je posais sur LinkedIn, j'étais salarié encore. Je peux te dire que j'ai pris la foudre. Hein. Bah, en plus, chez les salariés, on sait très bien, il y a la peur que vont penser les collègues, le patron. Donc tu vois, tout ce que tu as dit, c'est génial. Hein. Parce que en fait, oui, tu vas raconter ta vie, hein, mais c'est pas raconter ta vie pour raconter ta vie en fait. C'est partager ton expérience pour des gens qui ont peut-être vécu la même chose ou que ça fait écho en fait. En fait, il faut toujours écrire quelque chose qui donne, j'aime pas dire ce mot-là, mais qui donne entre guillemets de la valeur au lecteur, pour que soit c'est inspirant, soit c'est instructif, soit c'est de l'actu, ou soit ça te met en action en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des capacités en fait. Enfin, tout le monde a des histoires de fou, tout le monde a des expériences de fou. Mais et oui. on est un peu refoulé parce que voilà, c'est la société, ou même si on est pudique ou timide comme je l'ai été, on n'ose pas en fait. Alors qu'on se rend pas compte que juste en partageant qui on est et ses expériences, tu peux inspirer mais plein de gens, tu vois. Et quand je dis inspirer, c'est pas devenir influenceur ou... Il n'y a pas besoin. Ça, en fait, il n'y a pas besoin de devenir influenceur. C'est vrai qu'il faut faire la distinction. C'est la marque personnelle ou le personal branding, c'est pas du tout réservé aux influenceurs et c'est pas l'objectif. C'est d'abord, je vais signaler à tout le réseau que j'avais ce que je fais. Très bien. De là, déjà, il se passe plein de choses. Et ensuite, en prenant la parole de manière répétée, ça va, et en jouant aussi le jeu du réseau, il y a plein d'autres choses à faire que créer du contenu, se connecter aux gens, parler en messagerie, donner de la force en commentaire, etc. Ensuite, on va peut-être avoir accès à des nouvelles personnes. Mais tu vois, la base de la base, c'est ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, je suis... J'avais un truc super intelligent à dire. Ça va revenir, ça va revenir. Quand tu as des personnes qui t'accompagnent, qui ont des idées de poste, que tu sens que ça peut devenir viral ou que ça va vraiment, comme tu sais, les sujets d'écologie par exemple, c'est des sujets où où tu peux prendre la foudre direct. Ouais. Les posts viraux, t'en penses quoi en fait? Ça dépend en fait. Ça dépend vachement de la sensibilité des gens. Les posts viraux, en fait, il faut juste se dire que si tu fais un post viral, à partir d'un certain nombre de personnes touchées, tu touches forcément un pourcentage de personnes qui sont pas d'accord avec toi. Si tu as dit un truc qui répond à tes convictions, c'est-à-dire un truc plat, bon. Mais tu touches forcément un pourcentage de personnes qui sont pas d'accord avec toi. Et parmi ces gens-là, il y a forcément un petit pourcentage de cons qui vont, derrière leur écran et leur clavier, écrire un commentaire méchant. Donc c'est plutôt un bon problème, en fait. Si tu as des commentaires méchants, ça veut dire que tu as touché beaucoup de monde. Si tu l'as pas cherché, je pense que c'est un bon problème. C'est différent si tu cherches absolument à cliver, là, c'est une autre dynamique. Mais souvent, oui, moi ça m'est arrivé avec les clients, ça marche bien.
me disait, mais par contre, là, je me prends la foudre par 2 ou 3 personnes. Je me dis, est-ce que tu as cherché à être clivant? Est-ce que ça remet en cause ce que tu pensais, ce que tu as dit? Bah, sinon, non. Si t'es bien dans tes baskets dans ce que tu as dit, reste bien dans tes baskets. Et en fait, il y aura toujours ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et de la même manière que tu trouves un écho chez les gens, c'est quand même le but, t'as des gens qui sont pas d'accord avec toi. Si eux, ils veulent prendre 5 minutes de leur vie pour dire qu'ils sont pas d'accord, tant pis pour eux. Enfin, voilà, ça fait... C'est le truc. Mais je pense pas qu'il faille chercher les posts viraux après. Par contre, quand il y en a un qui est vrai, c'est bien, tu vois. Là, il est pas encore sorti, mais j'ai une cliente qui est patronne qui est présidente d'une assez grosse boîte. Elle a dû virer un mec qui avait agressé, touché les fesses de 2 collègues. Bah, elle a envie d'en parler, tu vois, juste parce que derrière, dans ses convictions, c'est la place des femmes en entreprise, etc. Elle dit, mais si j'en parle pas, qui le fait, tu vois? Donc ce poste, je sais qu'il va partir en vrille complet. Mais elle assume. On a bien réfléchi au truc. Elle dit, mais en fait, je peux pas laisser ces trucs-là passer, tu vois. À un moment, faut en parler. Enfin, pour elle, c'est important, tu vois. Donc elle va certainement se prendre la foudre, mais elle sait que elle est droite dans ses bottes, quoi. D'accord. Bah là, on a vu un peu pourquoi c'est important de poster. Quel genre de sujet on peut aussi poster, hein. Parlons un peu des bénéfices. Tu l'as dit un peu à demi-mot, ça sert aussi à représenter ta boîte, donc forcément, ça sert à utiliser des futurs clients. Mais il y a peut-être d'autres choses, non? Mais il y a plein de choses. Déjà le niveau 1, c'est bien pour le business, puisqu'à partir du moment où tu écris, déjà toi tu progresses, tu clarifies tes pensées. Enfin, il y a vachement de... Pas lister tous les bienfaits de l'écriture, mais c'est incroyable les bienfaits juste d'écrire, même pas de poster, d'écrire. Et je m'y suis mis, moi, il y a 6 ans, et ça m'a... En fait, je poste depuis 4 ans, mais moi, j'écris depuis 6-7 ans, alors que je déteste... Déjà, ça, c'est important. À base, j'étais pas très bon en français, j'ai pas du tout une belle écriture, etc. Juste le fait d'écrire. J'avais lu un livre qui s'appelle Libérez votre créativité. Il a le pire nom en français, mais en anglais, il s'appelle The Artist Way. Julia Cameron, qui est l'ex-femme de Martin Scorsese, c'est une ponte de la créativité au niveau mondial. En gros, elle débloque des énormes réalisateurs, des artistes, etc. Et ce livre, c'est 12 chapitres, 12 semaines. Et le premier chapitre, c'est commence par écrire 3 pages tous les matins, même si t'as rien à dire. Et en fait, et moi, j'ai écrit 3 ans avant de publier mon premier post, hein, Christophe. Donc là, il y a ce premier truc. Tu clarifies tes pensées, tu deviens meilleur dans ce que tu fais. Parce que quand t'écris même sur ton expertise, t'arrives vite à la limite de « Ah oui, en fait, non, là, j'arrive sur une zone où je suis pas expert. » Enfin, tu vois, ça clarifie les frontières de ton expertise. C'est très bien de coucher ça sur papier. Ensuite, ça crée des relations, ça peut créer du business, c'est cool. Et surtout, pour moi, le grand bénéfice, c'est que tu te connectes, si tu parles pas que d'expertise et de business, aux gens au niveau des valeurs. C'est-à-dire que tu vas parler à travers ton expérience de choses qui vont faire écho chez les autres. Et donc, on va bien se rendre compte que... Enfin, les gens parfois on pose pas les mots dessus, mais on se dit, ah tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait. Et en fait, les gens, tu deviens mémorable pour certaines personnes, tu deviens mémorable en écrivant. Et les gens vont se souvenir de toi et vont beaucoup plus se souvenir de Christophe et de ses magnifiques photos prises au Japon et de tes débriefs. Voilà, Christophe, c'est le gars qui a vécu une crise à un moment pendant un voyage et qui s'en est remis et qui s'y est mis alors qu'il était salarié. On va beaucoup plus retenir ton histoire au final que si tu faisais que des posts sur le Scrum Master, tu vois. Et donc tu te connectes au niveau des gens, au niveau des valeurs. Et ça, pour moi, c'est le grand bénéfice parce que c'est ça la marque personnelle. La marque personnelle, c'est la conséquence de ça, c'est-à-dire que tu développes ce que tu appelles une audience. J'aime pas parce qu'en fait, ça, on dirait que c'est juste des chiffres des gens, mais l'audience, c'est tous les gens que tu as marqués. En fait, la marque personnelle, pour moi, c'est pas, t'es pas un produit. C'est pas comme une marque de produit. Pour moi, c'est la marque que tu laisses chez chacun des gens avec qui tu interagis. Cette marque, positive ou négative pour certains. Et LinkedIn, c'est une manière de démultiplier cette marque et de laisser plein de petites marques, espérons-le, positives chez les gens. Les gens, une fois qu'ils sont marqués par toi, par l'interaction avec toi, si petite soit-elle, si c'est juste sur un post LinkedIn, ils se souviennent de toi. Et du coup, ils se souviendront
Ça fait écho à une citation de Maya Angelou, hein, que j'adore, qui dit « Les gens se souviendront jamais ni de ce que vous avez dit, ni de ce que vous avez fait, mais de comment vous leur avez fait se sentir. » C'est exactement ça. Ça, c'est la marque personnelle, en fait. Moi, tu m'as marqué par tous tes posts, etc. Ta marque personnelle, moi, je me sens touché à chaque fois que je t'écris. Je me sens bien, je me sens motivé. Franchement, j'ai envie d'y aller, tu vois. Et le bénéfice, c'est ça, parce que ça, tu le gardes. Tu peux changer de job. Tu peux changer de boîte. Tout peut s'effondrer. Ton audience, du coup, tous les gens qui te suivent, tu les gardes. C'est un actif que tu gardes. Et ça, c'est super puissant, parce que tu repars jamais de zéro, du coup. Ouais, j'adore ce que tu dis là, en fait, c'est génial. Hein. C'est génial parce que depuis un an, tu vois, je récupère en fait tout ce que, entre guillemets, j'ai semé en fait. Tu vois, au début, quand t'écris, t'as pas beaucoup d'audience, comme tu dis, t'as pas beaucoup d'interactions. Des fois, ça peut décourager, hein, parce que tu fais ton post pendant 2-3 heures, parce que c'est comme un muscle en fait, écrire. Hein. Ouais. Et quand tu passes beaucoup de temps sur un truc et que tu regardes un peu les résultats, t'es un peu déçu, ça peut te décourager. Hein. Moi, j'ai fait comme toi, en fait. Je me suis jamais arrêté pendant 2 ans, en fait. Et les résultats, à la fin, c'est n'importe quoi, en fait. Quand je dis c'est n'importe quoi, ça m'a offert des opportunités. Déjà, moi, je comptais pas partir dans l'entrepreneuriat, mais à force d'écrire et d'attirer des entrepreneurs comme toi, des Top Gun, ça me donne la force, en fait. Ça me donne surtout une perspective, en fait. Je dis pas que vous avez raison ou que vous êtes inspirant et que je dois vous copier. C'est juste que ça m'a donné une autre facette pour ma carrière. Et c'est génial, en fait. Il y a ça, et aussi, ça permet d'ouvrir aussi à d'autres expertises. Moi, je suis dans la tech, je suis dans l'agilité. Tu as dit que je suis Scrum Master. Il y a la moitié des gens, ils ne savent même pas c'est quoi un Scrum Master, tu vois. C'est vrai, c'est quoi un Scrum Master, d'ailleurs? Parce que bon... J'ai déjà expliqué plein de fois. Je suis leader d'équipe, je coach les équipes tech pour mieux s'organiser et pour mieux travailler avec le métier et tout. Mais voilà, c'est un travail en fait qui parle à plein de gens, parce qu'il faut connecter les gens, il faut communiquer. Et c'est pour ça en fait que je t'ai invité là. C'est aussi pour dire, quand tu es leader d'une équipe, tu dois être bon aussi pour communiquer. Pour communiquer, il faut montrer l'exemple, et il faut savoir écrire, il faut savoir transmettre en fait. T'as raison d'en parler. Tu vois, tout à l'heure, tu me donnais des exemples concrets de clients. Tu me demandais des exemples concrets. Je peux t'en donner 2-3 qui sont quand même sympas. Il y a plein de résultats possibles liés à l'humain. J'ai un client qui a pu lever des fonds auprès d'un client, lui-même d'un client de sa boîte. C'est-à-dire qu'il a commencé à poster sur LinkedIn, ça a bien marché, il a parlé de ses valeurs, etc. Et du coup, le fait qu'il fasse ça, il a quelqu'un qui était un de ses clients qui lui a dit « Non mais mec, c'est trop bien ce que tu racontes. » Enfin, il a mis 250 000 balles dans sa boîte quand même. Donc il a levé des fonds grâce à ça, mais parce qu'il s'est connecté, il a touché un gars qu'il connaissait déjà, pourtant c'était déjà un de ses clients. Et j'ai plein d'histoires. J'ai accompagné, lui je sais qu'il est OK qu'on en parle, donc il s'appelle Florent Albero. Un gars qui bosse dans l'immobilier, il vient me voir, début de l'année, il avait 70 000 personnes dans une grosse audience, tu vois. Il me dit, mais par contre, j'ai jamais fait d'argent avec, quoi. Ça fait 4 ans que je bosse tous les jours, mais en fait, faut en faire quelque chose, tu vois. Et il me dit, moi, mon projet, c'est de monter une boîte où c'est une communauté, les gens payent pour adhérer, mais ensuite on fait plein de trucs. Mais en fait, on a fait exploser son truc. Je devrais pas le dire, mais... Enfin bref, non, ça, je sais pas si je peux le dire, mais plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires en quelques mois, parce qu'il avait l'audience, mais on a appuyé les bons leviers pour la partie chiffre d'affaires. Mais surtout, il a rassemblé 300 personnes. Il a fédéré. Parce que le gars, en fait, il fait de l'immobilier, mais en fait, il est ex-casque bleu. Donc en fait, on a à la fois parlé de lui et de ses valeurs en tant qu'ancien militaire de l'armée de terre. Et ça, il y a plein de gens qui apprécient, tu vois, qui se retrouvent là-dedans. Et à la fois, gars de l'immobilier qui, du coup, parle d'argent, parce que lui, il osait parler, et il osait dire, mais en fait, les gens, ils font de l'immobilier, c'est un métier difficile, ils le font pas que pour le plaisir, ils le font aussi pour gagner de la thune. Donc on parlait de la thune, mais avec cet angle-là, un peu, on est en galère, et en fait, voilà, il parlait de ses erreurs, il parlait pas de thune pour la thune, tu vois, il vendait pas du rêve, juste plutôt en parlant de ses erreurs. Donc il parlait à la fois pas mal de thune, mais par rapport plutôt à son parcours et ses erreurs, et ses valeurs en tant qu'ex-personne de l'armée. Et en fait, moi, tous les gars qui l'ont rejoint, il a 300 personnes qui l'ont rejoint dans sa boîte en tant qu'adhérent. Ça s'appelle WIM. Et en fait, à chaque fois, ils disent, mais moi, je veux venir parce que c'est toi, Florent. Et voilà, ça, c'est un exemple de fédérer. Et un autre exemple, j'accompagne
une personne qui est dirigeante dans une grosse boîte d'expertise comptable, un gros cabinet, mais il y a plein de salariés qui sont mis à poster. Parce qu'en fait, quand le leader commence à communiquer, ben, c'est un peu quand tu t'autorises à briller, tu autorises les autres aussi à briller. Tu dis, ah, mais attends, mais lui, il poste. Attends, mais moi aussi, je peux. C'est bon, c'est OK dans cette boîte de poster, et puis c'est même valorisé. Et donc, c'est des boîtes qui ont tout compris, hein. Celles où le leader poste, et du coup, autour des valeurs de l'entreprise, où les salariés se mettent à poster, et ce qui se passe quand un salarié se met à poster, c'est qu'en plus, il renforce, en tout cas, s'il poste par sa volonté, fier d'être dans sa boîte, il renforce en plus son attachement à son employeur. C'est gagnant-gagnant. En fait, les résultats, c'est plus de performance, plus de visibilité, plus d'attachement auprès de l'employeur quand tu es salarié. Et quand tu es entrepreneur, tu attires les bonnes personnes. Tu attires des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et c'est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est un super filtre. Ouais, c'est un super filtre. Et pour clôturer sur ce sujet-là, hein, la meilleure manière pour changer les choses ou les gens, hein, c'est de montrer l'exemple. Donc, comme tu l'as dit, quand tu es leader, tu montres l'exemple, tu postes, tu communiques sur toi. Naturellement, les gens, ils vont faire pareil, en fait. Ils s'autorisent. Ils disent, ça marche. Ouais. En plus, c'est bien ce qu'il fait, je vais faire pareil. Puis ils sont fiers. Enfin, quelqu'un qui prend la parole et qui le fait de manière inspirante, mais t'es fier de bosser pour cette personne-là. Tu te dis, bon, c'est cool, il ou elle a le courage de partager sa vision, j'y adhère. Bah, c'est bête, mais même si tu connaissais la vision d'un tel, mais qu'elle était juste entre lui et toi, mais qui commence à la clamer haut et fort et à rassembler et voir que ça, enfin voilà, qu'il y a des gens qui adhèrent, etc. C'est encore plus fort. Tu te dis, ah, j'adhère à un truc auquel les gens croient. C'est encore plus fort. Plus c'est partagé, en fait, une vision, elle est faite pour être partagée et une juste cause, pour reprendre le concept de Simone Sinek, hein, c'est pas du tout de moi. C'est une juste cause, c'est un peu une vision auquel il faut qu'un maximum de gens adhèrent, tu vois. Et donc, c'est un idéal, quoi. C'est par exemple la déclaration d'indépendance des États-Unis, ils prenaient ça comme exemple de juste cause, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, ça, c'est une juste cause, c'est une vision qui est malheureusement pas vraie. C'est une vision, hein, et un peu idéale, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une vision où plus tu la clames, plus il y a des gens qui adhèrent. Et c'est un peu pareil. L'idée en entreprise ou en personal branding, c'est de trouver une cause qui te dépasse et où plus tu la martèles, plus t'as des gens qui adhèrent et plus les gens qui bossent avec toi sont en plus à fond derrière toi. C'est quand même magique, quoi. C'est que si tu la dis pas, si tu la martèles pas, si tu la communiques pas, il y a pas cette elle est moins puissante. Donc c'est quand même dommage. C'est le seul truc qui se renforce plus tu le partages, quoi. Tu verras en vidéo l'épisode quand il sortira. Au départ, toi, tu parlais de ton parcours où tu t'encaisses de temps et tout. Là, on sent que t'es animé, en fait. C'est ta passion, en fait. Je suis animé parce que je suis arrivé à réconcilier de la création de contenu, j'aime bien, de la création de relations, du temps long. C'est super, là, on fait un épisode de podcast. Pour moi, c'est mettre du temps long dans ce monde de fou où tout va super vite. Moi, j'étais en entreprise, il n'y avait pas de temps long. On optimise tout. Là, on se donne du temps long et c'est incroyable. Et en plus, on crée du contenu et en plus, on parle de business, c'est super. Allons-y sur le dernier, là. On a parlé un peu de LinkedIn, mais il n'y a pas que LinkedIn. Tu as créé un podcast aussi. Parlons de ton podcast. Pourquoi tu t'es lancé dans le podcast ? Parce que tu te dis que tu aimais bien écrire, ok, ça a pris. Parce que moi, ce qui m'anime, et je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai dit, c'est de créer d'allumer le feu chez les gens qui m'entourent. C'est-à-dire de créer des connexions profondes, créer des moments qualitatifs. Pour ceux qui ont lu le livre Les 5 langages de l'amour, mon langage de l'amour, c'est les moments qualitatifs. Et le podcast, c'est une manière juste de créer du temps long et des moments d'échange qualitatifs avec les gens. Donc au début, d'ailleurs, il s'appelait Work in Progress. Et c'est un podcast qui explorait le futur du travail. J'ai pivoté pour l'aligner avec mon activité. Il s'appelle maintenant Bonne Réputation et il traite de personal branding. Mais le fond, l'essentiel du truc n'a pas changé. C'est que je me retrouve à passer avec chaque invité 1 heure ou plus, à avoir un temps long, un échange qualitatif. Et c'est l'un des meilleurs moves que j'ai fait de créer un podcast. Non pas pour la visibilité que ça apporte. Bien sûr, à force, il est écouté et ça apporte de la visibilité. Mais d'abord pour le réseau que ça m'a créé. Là, on n'est pas pareil que si on a échangé 2 secondes par message. On a passé un moment ensemble. Donc ça, le podcast, c'est un levier de... Moi, ça me fait plaisir, j'adore ça.
Mais c'est aussi, si on rattache ça au business, un levier de réseau incroyable. Une manière de connecter avec les gens qui, moi, me va. Moi, je suis pas trop dans les apéros networking, là, où t'es dans des small talk, des trucs très rapides. J'aime bien prendre le temps. Donc, ça me correspond bien et ouais, j'adore ça. Vas-y, j'ai envie de te mettre un peu dans la merde. Ouais. C'est qui l'invité qui t'a marqué dans les épisodes que t'as fait? Parce que t'as 50 épisodes, non? T'as 55, 60? Ouais, je dois être proche des 60. Des invités qui m'ont marqué, tous à leur manière. Tous à leur manière. Non, mais le premier qui m'a fait confiance, c'était Jean Tulou, un gars qui était coach, qui est coach et qui est très bon à l'oral et ouais, qui m'avait fait confiance sur le premier épisode. Donc je me souviens bien du premier épisode, tu vois. Mais après, non, mais enfin, c'est que des conversations géniales. Et Allez. Je sais que t'as pas envie de froisser. Non, mais c'est même pas ça. Non, franchement, qui m'a marqué, tout le monde a sa manière. Il faudrait des. Ouais, c'est dur, mais attends, mais toi, qui t'a le plus marqué? T'as cette réponse sur ton podcast? C'est vrai? Non, je pense que le premier. Un épisode dont je me souviens, parce c'était celui avec Caroline Mignot. J'avais déjà un peu parlé avec elle et tout. Et en fait, ça cliquait bien, quoi. Il y avait une sorte de flow dans l'échange. Et en plus, j'ai exploré le futur du travail, mais dans ce cadre-là, je m'étais dit, tiens, le personal branding, c'est pas encore ma thématique de podcast. Personal branding, ça peut être intéressant parce que ça permet aux gens d'être plus libres. Et dans le futur du travail, pour moi, il y a à prendre la parole, tu vois. Donc, je fais un épisode avec elle sur ce sujet. Et ça a été un peu un déclic pour moi pour ensuite faire un podcast qui traite vraiment de ce sujet. Parce que je lui dis, je suis allé sur le sujet. Et là, je discute avec quelqu'un qui a l'habitude. Et ouais, c'était un super échange. Je pense que ça, c'est un épisode. Et pourtant, on était à distance. C'était pas. C'est un épisode qui m'a marqué parce que on a été en flow, en fait. Il y a eu un flow tout le long. Et c'est l'épisode, je pense, où j'ai reçu le plus de waouh, il était top, quoi. Et je pense que ça se sent. Je te confirme, je t'ai découvert avec ce podcast. Hein. C'est vrai, avec celui avec Caroline, tu vois, voilà. Ouais, c'est celui qui m'a plus marqué parce que. Oui, il m'a marqué, ouais. C'est marrant, on parlait d'un sujet business et pourtant c'était avec le cœur, quoi, tout le long. Et je pense que ça s'est senti. Et donc celui-ci, ouais, a été déclic, tu vois. Mais ouais, parfois il se passe un truc. Mais ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu recommandes si tu as des personnes qui veulent lancer un podcast? C'est quoi les étapes pour se lancer, hein? Et c'est pas de copier tous ceux qui... Là, nous, on fait une vidéo, c'est super. Sauf que tu as fait beaucoup d'épisodes avant d'arriver à ça, moi aussi. Je pense, pour se lancer sur un podcast, démarre avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise. Une connaissance, quelqu'un à qui tu as confiance. Prends-toi une heure avec la personne. Prends-toi un logiciel type Zencastr ou Riverside. T'as même pas besoin de te déplacer, parce que mais vraiment, le plus simple, même techniquement au niveau de la thune, c'est prends-toi Zencastr ou Riverside, t'as un truc gratuit pendant 14 jours, tu donnes rendez-vous à la personne, ça te donne un rendez-vous en visio, et tu le fais, l'épisode. Il faut le faire. Il faut très vite faire le premier épisode. Moi, j'ai fait l'erreur de me casser la tête pendant... J'ai mis 4 ans à lancer mon podcast, mais moi, à chaque fois... C'est vrai? Ah ouais. C'était quoi les blocages? Pourquoi? T'avais pas ta voix ou tu savais pas comment faire? Le temps de se lancer, mes blocages, le temps de trouver une thématique, tu vois, alors qu'en fait j'ai lancé le futur du travail et après j'ai pivoté. En fait, tu vas changer, au pire tu changes. Donc il y avait trouvé une thématique, je me disais non, c'est pas la bonne thématique, c'est nul. Alors qu'en fait, une fois que tu as ton podcast, tu peux ajuster. Et après, la peur de le faire et que ce soit nul et... Non, c'était ridicule, il fallait juste que je le fasse. En fait, à partir du moment où j'ai fait mon premier épisode, j'ai dit non mais c'est bon, c'est facile en fait. Je me faisais un monde et la technique et les questions, comment je prépare une interview, j'avais écouté 15 podcasts de comment préparer une interview. Non, en fait, fais un épisode. Appuie sur le bouton enregistre et ça va débloquer un truc déjà. J'ai progressé plus en 1 heure sur mon premier épisode que les 4 ans où j'y revenais. Parfois, je disais, faudrait que je lance un podcast. Je me revenais un peu une fiche de quoi il va parler, de l'intro, non. Fais un épisode. Appuie sur le bouton. C'est mon premier conseil. C'est marrant ce que tu me dis. En fait, ça me fait écho. En fait, moi, je trouve que le podcast, c'est la meilleure porte d'entrée pour tester si l'entrepreneuriat, ça te plaît, en fait.
C'est vrai. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comme tu l'as dit, déjà, t'as une idée. Donc, après, t'as le syndrome de l'imposteur ou t'as peur de bider. C'est pareil, hein, quand t'es un entrepreneur, tu dois faire un business, ton business, il va bider. Ensuite, la problématique, c'est comment je le vends, tu vois, enfin, comment je fais la promotion. Ton podcast, oui, tu vas le mettre sur Apple Podcast ou Spotify, mais Il n'y a personne. si se passe rien, il se passe rien, tu vois. Donc, t'es obligé aussi de vendre ça, tu vois. Et c'est marrant parce que tout ce que t'as dit, t'as mis 4 ans à te lancer et tout, c'est exactement ça, en fait. Non, mais moi, je suis une cata. Hein. En fait, il faut se lancer et go. Et après, tu t'itères et comme un projet agile. Je raccroche sur ça, tu vois. Itération. Tu t'itères et tu t'améliores et tu testes. Et en plus, c'est con de pas se lancer, parce qu'une fois que tu t'es lancé, tu découvres, c'est ce que tu as dit, que c'est la communication le plus dur dans le podcast. Ensuite, il faut ramener des gens, et donc là, faut aller publier sur LinkedIn, par exemple, ou Insta, ou peu importe ton réseau. Mais c'est ça le plus dur. Après, le podcast, en fait, ce qu'on fait là, c'est la partie la mieux. Mais en fait, le 80% du taf, c'est de la com. Si tu veux qu'il soit écouté. Et ça, tu vois, j'avais pas anticipé. En tout cas, ça t'a bien animé et je pense que t'as l'air de kiffer et les gens ont bien compris. Donc là, on arrive à la fin, Mathieu, hein, c'est toujours trop court, 1 heure. Hein. Mais c'est pas grave, on fait plusieurs épisodes. J'ai pas vu du tout le temps passer. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non. Si on veut bosser avec toi, discuter avec toi... Moi, c'est LinkedIn. Vous venez vous connecter. Moi, c'est Mathieu Bernard. Alors, il y a plein de Mathieu Bernard. Mais normalement, vous devriez me trouver Mathieu Bernard, personal branding, vous devriez trouver. J'ai à peu près la même tête sur ma photo. Et un petit message, une connexion à un message. Voilà, c'est le plus simple, je pense. Ton podcast, La Bonne Réputation. Bonne Réputation, accessible sur toutes les plateformes de podcast, accessible sur YouTube. Et j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathieu, qui est une newsletter sur des contenus qui traitent du personal branding, qui se veulent très... j'amène des concepts, mais toujours avec des exemples concrets. Voilà, pour les gens qui veulent taffer les sujets de fond, par exemple se lancer. Mais voilà, merci, franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. Hein. Merci. Deuxième fois, ouais. donc je pense qu'il y aura sûrement une 3e fois. Ne t'inquiète pas. Il va falloir qu'on se fasse très bonne rencontre, Mathieu. Hein. Franchement, on s'est connus grâce à LinkedIn. Hein. Donc, moi, j'adore ce que tu fais. Hein. Ton podcast, il m'a inspiré. Comme tu as beaucoup d'épisodes, toi, tu es une locomotive en moi. Il faut que je fasse pareil, tu vois. Il faut que je m'arrête jamais. Donc, merci pour l'inspiration. Merci pour tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. Ils me parlent souvent de toi. il faudrait que tu me dises qui. Ok. Et voilà. Et c'est génial, franchement, ce genre de rencontre. C'est tout bénef, tu vois, de la création de contenu. Là, notre rencontre est la preuve que prendre la parole mène à des choses bien. Et le dernier truc, peut-être en conclusion, c'est... là, on a parlé de personal branding, on parle beaucoup de réseau, mais le meilleur truc pour monter une super audience, pour avoir des résultats, tout ce que tu veux, c'est de sortir des réseaux. C'est d'aller rencontrer les gens en vrai. C'est qu'une étape, ça. C'est qu'un truc qui est important, mais c'est pas le plus important. La vérité et le jeu, c'est de sortir de chez soi. Voilà, pour réussir sur LinkedIn, il faut sortir de chez soi, il faut aller aux soirées, sortir de LinkedIn. Et aller rencontrer les gens en vrai. On va à la bière, là. On va à la bière, mais merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là, en tout cas. Et très touché, Christophe, par ton invite. Merci. Merci à toi et à la prochaine.